Bienvenue à Désordre mondial, je suis Rachel Marsden. Donald Trump a avoué ses plans pour l'assassinat du président syrien Bachar al-Assad sur Fox News, plus tôt ce mois-ci, affirmant qu'il avait été arrêté par le secrétaire à la défense de l'époque, James Mattis, général. Et lorsque le genre et conseiller de Donald Trump, Jared Kushner, qui travaille avec lui bien sûr, a été interrogé lors d'une interview pour savoir si les assassinats étaient un outil légitime de politique étrangère, Kushner a répondu, et je cite, « Une terminologie différente pourrait être utilisée pour décrire, vous savez, différentes méthodes que vous va tenter de riposter à quelqu'un pour une action qu'il a prise. » Qu'il s'agisse de meurtre, d'exécution extrajudiciaire ou d'assassinat, c'est la même chose. Et c'est techniquement illégal aux États-Unis. Mais l'illégalité ne signifie pas que ce n'est pas réellement fait. Cela signifie simplement que, contrairement à Trump et Kushner, vous n'en parlez pas, tout simplement. De nombreux Américains croient que tuer des gens pour des raisons politiques est exclusivement le domaine des pays autoritaires et despotiques, qui ne soutiennent pas les nobles valeurs américaines. Ils croient que l'Amérique ne commettrait jamais de tels actes en leur nom. Qu'y a-t-il donc derrière la vérité dérangeante évoquée par le président Trump? Le désordre mondial, présenté par Rachel Marsden. Avec moi aujourd'hui pour discuter de tout cela, Michel Rimbaud est ancien ambassadeur de France et l'auteur du livre Les guerres de Syrie aux éditions Glyph. Bienvenue à l'émission. Merci, bonjour. Alors, Michel, Donald Trump a évoqué sur Fox News cette idée qu'il souhaite ou a souhaité assassiner le président syrien Bachar al-Assad. Et vous avez écrit un livre, Les guerres de Syrie. D'après vous, est-ce que cela aurait été possible de commettre un tel acte envers le président syrien? Comme on disait, mais je le dirais en riant un petit peu, bien que ce ne soit pas un sujet très très drôle, c'est qu'à cœur vaillant, rien n'est possible, et je pense qu'à Donald Trump, rien n'est impossible. Alors je crois que le projet d'assassiner un président, bien sûr, c'est un peu quelque chose qui surprend, mais avec Donald Trump, ce qui est bien, c'est qu'il dit ce qu'il pense, il n'y a pas de mystère finalement, il n'agit pas très différemment des autres présidents américains, mais il le dit ouvertement, et ça ne lui pose aucun problème, ni moral, ni éthique, ni diplomatique, ni, j'allais dire, intellectuel. Alors donc, allons-y pour un projet d'assassiner un chef d'État étranger, ce qui est un crime en droit international, ce qui est un crime tout court d'ailleurs, mais je note que ce qui m'intrigue surtout, c'est qu'il a été, finalement, ce soit le premier secrétaire à la défense qu'il ait eu durant son mandat, qui est Jimmy Mattis, qu'il l'ait arrêté dans l'exécution de ce plan. Il me semble bien que, si mes souvenirs sont exacts, qu'on disait dans les médias au départ que Jimmy Mattis, c'est un ancien militaire, qu'on l'appelait le chien enragé. Alors donc, ce n'était pas un homme sage, a priori, mais que ce soit lui qui ait osé s'opposer à son chef, au président, pour arrêter un projet d'assassinat politique, ça c'est assez renversant. Ça prouve vraiment que Donald Trump est prêt à passer outre à tous les interdits. Et pourquoi, d'après vous, le général James Mattis n'aurait pas eu l'intérêt de poursuivre la demande de son commandant en chef, dont le président Donald Trump? N'est-ce pas le rôle du Pentagone, du chef du Pentagone, de poursuivre quelconque stratégie qui est proposée par le président américain? Est-ce qu'on a déjà vu un décalage comme ça? Dans le système actuel, dans le système américain, comme on dit toujours, le président américain est certes l'homme le plus puissant du monde, du moins il l'était jusqu'à une date récente, mais il n'a jamais été l'homme le plus puissant des États-Unis. Et en tout cas, il y a souvent des conflits, des rivalités entre les lobbies, ce qu'on appelle maintenant l'État profond. Et je pense qu'autant dans l'ère Donald Trump, c'est ce système que nous voyons. On sait qu'on a l'impression que Donald Trump est en conflit permanent avec une partie de son administration. Oui, mais justement, dans ce cas-là, on voit apparemment que la voix de la raison, c'est pas Donald Trump, la voix de la raison, c'est l'État profond dans ce cas. Mais alors, comment expliquer cela?
Donald Trump n'est pas un modèle de sagesse, ça serait. Ensuite, je crois qu'il a bien fait procéder, rien que cette année, 3 janvier 2020, il y a bien eu un autre assassinat qui n'était pas un chef d'État, mais c'était le numéro 2 en réalité du régime iranien, du gouvernement iranien, qui était le général Qassem Soleimani, qui a été assassiné. C'est un assassinat politique, parce que c'était un drone, je crois, américain. Et en Irak. Clairement revendiqué. Ils n'ont pas, personne, mais aucun responsable américain, ni le président n'a tenté de s'en excuser, en pensant qu'il a présenté ça comme une action normale envers ce qu'il présentait comme un ennemi des États-Unis. Et justement, est-ce que l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani, ordonné par Trump, représente une pratique habituelle contre des officiels des pays étrangers, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans l'approche de Trump avec cet incident? Est-ce qu'on a déjà vu un assassinat comme ça effectué par les États-Unis sur un officiel étranger? Ouvertement, non. J'ai eu la curiosité de regarder comment ça se passe du point de vue des assassinats politiques. Donc, moi, je ne suis pas un spécialiste, mais je sais qu'il y avait eu en 1976, le président Gerald Ford avait promulgué un décret présidentiel qui interdisait à tout membre du gouvernement américain de lancer l'ordre d'exécuter un assassinat politique envers un chef d'État étranger ou un responsable étranger, en disant que ça nuirait beaucoup à la crédibilité de la politique étrangère américaine. Donc ça, c'était en 1976. Je pense que, bon gré mal gré, ce décret présidentiel reste toujours. Je note cependant qu'avec quelques curiosités et stupéfaction, et ça, je crois que ça décrit bien certains problèmes de dysfonctionnement de l'administration américaine, enfin du moins une réalité des administrations américaines, c'est qu'en 1989, il y a eu un autre texte officiel dans le cadre d'une brochure d'instruction sur le sujet des assassinats ciblés, des exécutions extrajudiciaires, mais qui n'émanait plus du coup de la présidence des États-Unis ou bien du ministère de la Défense, mais du commandement des forces armées terrestres américaines, et qui disait que certes, il ne parlait pas du tout du décret présidentiel de 1976, mais il disait qu'il était tout à fait légitime pour les Américains d'exécuter un responsable étranger dans le cadre de l'autodéfense des États-Unis, et que ça s'inscrivait finalement, que ce n'était pas contraire au droit international, que ce n'était pas contraire au droit américain, et qu'ils pouvaient le faire. Qu'il suffisait en fait qu'on utilisait un concept d'autodéfense tel qu'il figure dans la Charte des Nations Unies, où on dit que, seulement on oubliait de dire évidemment que quand c'est aux Nations Unies, la Charte des Nations Unies, c'est l'affaire du Conseil de sécurité, c'est le Conseil de sécurité qui doit décider d'une action dans le cadre de l'autodéfense. Oui, justement, après, sauf que dans le cas de ce général iranien Qassem Soleimani, il y a eu un rapport publié assez récemment, il y a quelques semaines, par l'ONU, qui a conclu que justement, il n'y a pas de justification d'autodéfense de la part des États-Unis. Dans ce cas-là, il n'y avait pas de menace prouvable avec des éléments à l'appui qui étaient fournis afin de pouvoir justifier cette action. Mais qu'est-ce qu'on va faire, quoi? C'est qui va réagir à cela? Dans l'assassinat du général Qassem Soleimani, il n'y avait absolument aucun prétexte, aucune raison juridique, certainement pas dans le droit international, ni dans aucun droit d'ailleurs, ni aucun prétexte qui puisse être trouvé. Qassem Soleimani est un officiel iranien, c'est le numéro 2 du système de gouvernement iranien, dit-on, chef du gardien de la révolution, mais en tout cas, il n'avait commis aucun crime. Il avait exécuté ses fonctions, mais la mission qu'il avait n'était pas d'exécuter quelqu'un ou même de nuire aux États-Unis d'Amérique, ni de tuer personne. Ce n'était pas de l'autodéfense, en tout cas. Alors, on peut, à partir de là, on peut considérer que s'il y a un état de conflit, c'est d'ailleurs le texte de 89 des forces armées américaines faisait état, disait que notamment il y avait peut-être un problème de terminologie, qu'il fallait peut-être changer la terminologie, et qu'en cas de conflit, on pouvait étendre l'idée d'un assassinat ciblé que pouvait justifier
disons, mais toujours avec une assimilation au droit international et au droit américain. Alors, étant donné encore une fois que vous avez écrit tout un livre sur la Syrie qui traite des conflits en Syrie, euh, que aurait été l'impact de l'assassinat par les Américains de Bachar al-Assad? Écoutez, d'une part, je note que je pense que il y a déjà eu 2 chefs d'État. J'ai écrit également, avant d'écrire les guerres de Syrie, j'ai écrit un livre qui s'appelle Tempête sur le Grand Moyen-Orient, où je prenais tous les épisodes de la grande conflagration qui a lieu dans les 20 ou 30 dernières années, depuis la chute de l'Union soviétique, et notamment cet épisode de toutes les révolutions arabes. Mais je rappelle des faits, c'est-à-dire il y a eu au moins l'assassinat. Alors évidemment, ça n'a pas été fait sous forme d'exécution extrajudiciaire, mais ça y ressemble beaucoup. Quand même, par exemple, l'assassinat de Kadhafi à l'issue de la crise libyenne en 2011, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à un assassinat extrajudiciaire. Et quand on voit Saddam Hussein, il a certes été à l'issue d'un procès qui était un procès, une parodie. Les vaincus ont toujours tort. Il avait été condamné à mort et à la pendaison. On l'a même montré devant toutes les caméras. Le jeu juste au moment de son exécution. C'était un petit peu odieux et un peu hallucinant de montrer de tels spectacles. Mais enfin, ça fait deux chefs d'État qui ont été, on ne peut pas croire que ça a été en dehors de la volonté américaine. Même si ce n'était pas un Américain qui détenait la corde du pendu dans le cadre de Saddam Hussein, et que ce n'était pas celui qui avait assassiné, ce n'était pas un soldat américain, un officier américain qui avait assassiné Kadhafi. Néanmoins, je pense que c'était quand même ça rappelait si Bachar el-Assad avait été tué, ce qu'a Dieu ne plaise, je pense qu'on n'aurait pas manqué d'évoquer, disons, un parallèle avec ces 2 chefs d'État arabes dans le même ordre d'idée. Mais il n'y a aucun prétexte. Bachar el-Assad n'a jamais menacé de tuer personne, disons, aucun responsable américain. Il n'a jamais attaqué l'Amérique, il n'a jamais agressé l'Amérique. Par contre, l'Amérique agresse beaucoup de pays. C'est notamment son comportement d'État voyou jusqu'à Trump, puis d'État gangster maintenant avec Trump, qui est préoccupant. Alors là, je constate quelques parallèles. Vous avez évoqué la mort dans le brouillard clausewitzien de Muammar Kadhafi en Libye. Et là, je peux tracer un parallèle avec des méthodes utilisées parfois par les États-Unis pour des raisons politiques, pour vous amener à la mort de quelqu'un, disons. Avec Kadhafi, comme j'ai dit, il y avait un certain brouillard clausewitzien. Est-ce qu'on sait aujourd'hui qui en était responsable? Parce qu'on a l'impression que vraiment, il y a des proxys qui sont toujours impliqués dans ces affaires. Et c'est toujours très difficile de pointer le doigt vers quelqu'un de très précis qui en est responsable. Dans ce cas, est-ce que, par exemple, je fais une petite parenthèse sur l'assassinat de Muammar Kadhafi, mais c'est juste pour dire, est-ce qu'on en sait quelque chose sur la responsabilité de cet acte aujourd'hui? Oui, je pense. Alors, sans lancer d'accusation, comme je ne détiens pas les dossiers, mais enfin, je pense qu'il y a eu des services spéciaux qui avaient qui avaient débusqué Kadhafi, qui essayait de fuir justement ses agresseurs. Mais Kadhafi n'avait agressé personne, c'est son pays qui était agressé. Et en défendant son pays et le système de gouvernement, il faisait après tout son devoir de chef d'État. On lui aurait reproché s'il ne l'avait pas fait. Alors, je pense qu'il y a eu beaucoup de complicité, notamment des services spéciaux occidentaux, étrangers. Je ne citerai pas lesquels, mais enfin, je pense que tout le monde les connaît, peut-être aussi bien que moi, et c'est certainement mieux que moi. Alors, peut-être que les États-Unis n'étaient pas au premier rang, mais enfin, ils étaient sûrement derrière l'affaire libyenne. Ça, on peut le penser. Je me rappelle bien. De leurs alliés. Je me rappelle bien d'un discours de Barack Obama à l'époque, lorsqu'il a dit on a réussi à libérer la Libye, ou je me rappelle plus du langage exact, mais il a dit on a réussi à se débarrasser de Kadhafi ou libérer la Libye sans la moindre paire de bottes sur le sol libyen. Alors, pour moi, ce que j'ai entendu par ça, c'est qu'il y avait des intérêts qui travaillaient pour ou au nom des intérêts américains, mais qui n'étaient pas
des soldats américains. Alors là, on revient encore à cette idée du brouillard clausitien, de l'utilisation de proxy dans les intérêts des États-nations. Et voilà, on voit que c'est souvent une méthode qui est utilisée dans ces affaires. Certainement, j'aurais 2 remarques à faire. Quand même, parmi les officiels américains qui s'étaient réjouis bruyamment et indécemment de la mort du colonel Kadhafi, on notera Madame Hillary Clinton, qui était à l'époque, je crois, secrétaire des Affaires étrangères de l'administration d'Obama. Et donc, finalement, qui disait « Je suis venu », elle reprenait une citation latine, « Veni vidi vici », « Je suis venu ». Je suis venu, j'ai vu, et il est mort. Oui. Et elle a dit, ces mots exacts en anglais étaient « we came, we saw, he died ». Et puis elle a éclaté de rire. Et puis elle a éclaté de rire. Et elle a éclaté de rire en plus. C'est disponible sur YouTube si l'audience a envie de le voir. Et puis deuxièmement, dit-on, il y a une certaine hypocrisie, on peut certainement jouer sur les mots. Certainement, il n'y avait pas de soldats au sol, puisque finalement, c'était que des avions qui bombardaient. Mais Dieu sait s'ils ont bombardé la Libye jusqu'à détruire le pays complètement. Disons, il y avait la logistique, c'était une intervention de l'OTAN qui était illégale, on peut dire en partie illégale du point de vue, puisque c'était une résolution des Nations Unies qui avait été interprétée d'une façon qui était imprévue. Et donc, finalement, il y avait certainement une logistique américaine, puisque l'OTAN, c'est quand même une armée américaine bis, si on veut, sinon la première armée américaine, et que c'était l'aviation, il n'y avait pas de force au sol à l'époque, il y en a peut-être maintenant, il n'y en avait pas à l'époque, mais il y avait certainement des militaires de l'OTAN, et les États-Unis n'étaient pas étrangers à cette affaire-là, même s'ils n'avaient pas l'entière responsabilité, et la responsabilité apparente des événements. Non, mais justement, c'était hissé au premier rang de la. Mais justement, quand les Américains évoquent une libération d'un pays ou la libération précisément de la Libye, normalement, ça implique un changement de régime, une opération de changement de régime. Et dans ce cas, on sait qu'il y a eu un changement de régime parce qu'il y a eu la mort de Muammar Kadhafi. Alors, la question devient, comment est-ce que les Américains ou leurs proxys ou leurs partenaires alliés ont pu renverser Kadhafi? Comment est-ce qu'ils ont pu passer à l'acte qui est vraiment un assassinat, quoi? Il a quand même eu, c'était pas par biais d'avion de bombardement que Kadhafi est mort. C'est quelqu'un qui a tiré sur la gâchette. Alors c'est qui? Voilà, c'est ça la question. Et vous avez évoqué les services secrets. Ok, bon, mais il y a quand même une personne qui a tiré sur la gâchette. Et aujourd'hui, est-ce qu'on connaît l'identité de cette personne? On est toujours dans le flou, non? Et c'est pas toute l'idée de telles opérations. Et en même temps, quand on regarde de telles méthodes, on voit que le peuple américain croit tout autre chose. Il croit que le gouvernement américain est là pour défendre de belles valeurs, la justice, l'honnêteté, les droits de l'homme, etc., etc. Et puis, est-ce qu'ils sont vraiment conscients de ces méthodes-là qui contredisent toutes ces belles valeurs, quoi? Non, je ne crois pas. Je crois que pour la main qui a tué Kadhafi, qui l'a torturé, on sait tous le sort qu'il a subi, c'était infâme et que on a vu des images sur les écrans de télévision. C'était bien sûr le membre d'une de ces milices qui ont pris possession de la Libye, qui était en train de prendre possession de la Libye à l'époque. Il y en avait de toutes sortes. Jusqu'à maintenant, il y a le chaos en Libye. Il y a certainement eu ni démocratie ni droits de l'homme supplémentaires qui sont venus après la disparition de Kadhafi. Ça, c'est une chose. Il n'empêche que c'était l'OTAN qui a détruit la Libye. Alors, que le peuple américain ne soit pas d'accord, je crois qu'il ne soit pas au courant, ça c'est vrai. Je pense qu'une bonne partie des Américains, mais c'est le drame, croient toujours que les États-Unis n'interviennent que pour défendre le bien, c'est l'axe du bien, la paix, les droits de l'homme, la justice, etc., le droit international, et qui sont les garants de la légitimité internationale. Or, ce que l'on remarque, mais ça fait partie d'une évolution quand même qui est très très préoccupante, c'est que progressivement, au fur et à mesure que les États-Unis dénonçaient dans le monde
depuis une trentaine d'années de plus en plus d'États voyous, c'est eux qui se comportaient avec leurs alliés occidentaux comme des États voyous. Puisque les 3 critères qui avaient été définis pour pointer du doigt des États voyous, c'était les suivants. C'était un professeur anglo-israélien, néoconservateur, un universitaire, qui avait écrit ces 3 critères, mais il ne les écrivait pas pour dénoncer les États-Unis ou leurs alliés, et c'était pour dénoncer ce que les États-Unis appellent des États voyous. Eh bien, c'était de détenir des armes de destruction massive, pratiquer, avoir recours au terrorisme et violer la légalité internationale. Alors, si vous prenez les 3 critères, comme j'ai écrit déjà à plusieurs reprises, comme je le dis toujours, c'est vrai que si on prend ces 3 critères et on les colle dans un GPS, le GPS n'emmène pas ni en Corée du Nord, ni à Cuba, ni à Damas, ni à Téhéran, ni à Moscou. Il mène tout droit à Washington et puis dans certaines capitales européennes. Non, ça, c'est certain. Alors, notamment à Washington. Ça, c'est la chose. Mais les États-Unis, je pense que les citoyens américains, finalement, n'ont jamais droit vraiment à la vérité. Vous connaissez tout le vocabulaire qui est utilisé pour discréditer tous ceux qui tentent de dénoncer tel ou tel comportement des gouvernements occidentaux, et notamment du gouvernement américain. Eh bien, je pense qu'on ne sait jamais la vérité, ça n'est jamais avoué, puisque tout ça est couvert de beaux principes. Il y a des politiques tordues, il y a une violation généralisée du droit international, il y a le remplacement du droit international par la loi de la jungle, qui est le fait des 3 États occidentaux membres permanents du Conseil de sécurité, et que c'est ça qui forme maintenant l'absence de la non-légalité internationale. C'est ça, ce sont les 3 occidentaux membres permanents qui font la promotion de ce nouvel état de choses. Et dans les pays occidentaux, les opinions publiques, c'est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai en France, c'est vrai dans tous les pays occidentaux, sont persuadés, dans leur majorité, que, d'ailleurs c'est la seule voix qui l'explique de cette façon, c'est la voix de la doxa, finalement, que leur gouvernement défend les droits de l'homme, la démocratie, et qu'ils essaient de maintenir le droit international et un semblant d'ordre mondial contre les États voyous. Ils représentent la civilisation face aux États voyous. Alors avec Trump, ça brouille un peu les cartes, parce que le président Donald Trump, non seulement n'a pas un comportement très différent des présidents américains précédents, au moins depuis cette dédit de Gerald Ford depuis 1976, depuis Reagan, etc., les États-Unis ont adopté cette politique très agressive, je dirais, et de l'axe du bien à la politique des néoconservateurs. Ils sont imités de très près par leurs alliés, à commencer par les Occidentaux, mais également par Israël. Je note qu'Israël, dans la foulée de l'annonce fanfare de Trump, c'est moi c'est mon secrétaire à la défense qui a empêché l'exécution de l'ordre d'assassinat, le projet d'assassinat que j'avais lancé contre Bachar el-Assad. C'est dans la même foulée qu'on entend un ancien responsable du Mossad israélien dévoiler que finalement, dans le même ordre d'idée, il y avait un projet éventuellement, qui n'a jamais été rempli jusqu'à maintenant, et c'est pas l'envie qui en manque probablement, d'exécuter le Hassan Nasrallah, le patron, le leader du Hezbollah libanais. Ça, c'est sorti où? Ça s'est passé, c'était dans la foulée, dans une télévision, pour El Mayadim, enfin, il y avait une déclaration, vous voyez, il y avait un responsable un ancien responsable des services de renseignement israéliens, qui disait, je pense que c'est même pas sous couvert de l'anonymat, il avait son nom, il me semble, mais qui disait qu'il y avait un projet, les assassinats ciblés, les Israéliens l'ont pratiqué de longue date contre leurs ennemis, notamment contre tous les responsables palestiniens. Il y en a eu en pagaille, bien plus encore que des assassinats ciblés exécutés par les Américains. Pour les Américains, souvent, je pense que ça a été, on a donné quelques exemples, mais il y a eu beaucoup en Amérique latine, comme vous l'avez signalé, peut-être contre Fidel Castro, mais on ne découvre jamais, ça se fait de façon... À l'époque, au départ, ça se faisait de façon suffisamment subtile, j'allais dire intelligente et maligne, pour qu'on ne puisse pas dévoiler. Maintenant, avec Trump, comme on dit, il est caricatural, donc non seulement l'Amérique de ce qu'on dit plus comme un État voyou qui ferait des coups en douce, comme c'était le cas déjà depuis une vingtaine d'années,
Mais depuis quelques années, c'est carrément ouvertement, et c'est littéralement, on a l'impression que c'est un État de gangsters, quoi. Ils ont toute l'administration américaine, que ce soit, peu importe, le beau-père, le gendre et tous les conseillers, John Bolton. On se croirait dans un film du Godfather, quelque chose absolument. Comme ça. Au fond, c'est le c'est régime toute la famille, Capone, la plutôt. familia. C'est un sujet assez vaste et assez intéressant et dont on n'entend carrément jamais parler, mais ici, on aime aborder de telles choses assez intéressantes. Michel Rimbaud, ancien ambassadeur de France et l'auteur du livre « Les guerres de Syrie » aux éditions Griffe. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci, bonne journée. Et merci à vous de nous avoir rejoints dans l'émission. Vous pouvez réécouter l'émission à tout moment sur desormondial.com ou sputniknews.com.